Bonjour et bienvenue dans cette formation d'initiation à l'informatique. Je suis Vincent et je suis vraiment ravi de vous accompagner dans cette aventure. Si vous avez parfois l'impression que votre ordinateur ressemble à une jungle plein de boutons, d'icônes et de termes étranges, rassurez-vous, vous êtes exactement au bon endroit. On commence tous quelque part et aujourd'hui, vous faites le premier pas. Dans ce module, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière votre machine. Et je vous promets une chose, à la fin, vous verrez votre ordinateur d'un tout autre œil. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour cette exploration du monde numérique. Dans le module 1, nous allons plonger dans les bases mêmes de l'informatique. Prenez une grande inspiration et préparez-vous à transformer votre expérience informatique. Ensemble, nous allons faire de vous un utilisateur confiant et éclairé. Mais voyons tout de suite le sommaire de la session du jour. Au programme de ce module, nous allons voir dans un premier temps les composants du PC. Vous saurez identifier et comprendre comment se compose un ordinateur de bureau et quelle différence avec un portable. L'histoire de l'informatique, nous remonterons le temps pour voir comment l'informatique a évolué et façonné notre monde actuel. La mémoire vive, RAM, vous découvrirez pourquoi cette mémoire est essentielle pour les performances de votre ordinateur. Les bits, nous décoderons ce langage binaire qui est à la base de tout calcul informatique. Enfin, nous découvrirons la carte mère et les contrôleurs USB. Nous explorerons cette plaque maîtresse qui relie tous les composants et permet à votre ordinateur de fonctionner. Et je vous montrerai comment tous ces petits connecteurs facilitent la connexion de périphériques externes. Les composants de votre PC. Mais au fait, savez-vous de quoi est composé un ordinateur de bureau ? Une unité centrale. L'unité centrale, le boîtier, contient tous les composants électroniques permettant à l'ordinateur de fonctionner. C'est sur cette tour que les périphériques, souris, clavier, sont branchés. Un écran. Il permet à l'ordinateur de communiquer visuellement avec son utilisateur. Un clavier. Le clavier sert à saisir du texte, des chiffres, etc. Une souris. La souris permet à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur à l'égal du clavier. L'imprimante, le disque dur ou manette de jeu, nous parlons ici de périphériques que l'on ajoute au fur et à mesure des besoins. Le modem ou routeur, il permet de se connecter à Internet. Faisons un peu d'histoire de l'informatique. Un ordinateur est un terminal électronique fonctionnant à l'aide d'un programme ou d'un jeu d'instructions qui lui font lire, manipuler et modifier des données numériques. L'origine de l'ordinateur remonte au milieu du 19e siècle lorsque le mathématicien britannique Charles Babbage conçut une machine à calculer programmable. Cette machine associait les cartes perforées du métier jacquard, évolution de la pascaline, la machine à calculer inventée par Blaise Pascal. L'ordinateur, qui par définition est un système informatique, a d'abord été un instrument de calcul pour des applications purement scientifiques. 1945. Il est devenu, à la fin des années 60, un instrument de gestion pour les entreprises. Avec l'avènement dans les années 80 de l'ordinateur personnel, le PC, Personal Computer, est né le micro-ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur individuel fonctionnant de manière autonome grâce à son microprocesseur, à son disque dur et à sa mémoire interne. Mais alors, quelle différence entre un PC fixe et un portable ? Voici un portable. Comme vous pouvez le remarquer, un ordinateur portable est compact et facilement transportable.
tout comme l'ordinateur fixe. Il est possible de brancher différents périphériques, imprimante, souris, appareil photo numérique. Il peut être relié à Internet, sans fil, via le Wi-Fi, et possède une batterie qui lui permet d'être autonome jusqu'à plusieurs heures sans être alimenté en courant électrique. Voici un PC fixe. Aussi appelé ordinateur de bureau, il est généralement plus puissant et plus modulable. Il offre la possibilité d'ajouter ou de remplacer facilement des composants comme le processeur, la carte graphique ou la mémoire vive, ce qui permet de le mettre à jour et de prolonger sa durée de vie. De plus, les ordinateurs de bureau disposent souvent d'un meilleur système de refroidissement, ce qui les rend adaptés pour des tâches exigeantes. Ce sont des machines idéales pour des activités numériques très gourmandes comme le gaming, la modélisation 3D ou le montage vidéo. Cependant, ils sont encombrants et nécessitent d'être installés sur un bureau, reliés à un écran, un clavier et une souris externe. Ils doivent aussi être constamment connectés à une prise de courant, ce qui limite leur mobilité. Découvrons maintenant ce qui se cache dans votre unité centrale. Le microprocesseur ou CPU pour Central Processing Unit, soit unité centrale de traitement, voici à quoi cela ressemble. C'est le cerveau de l'ordinateur. Il effectue les calculs nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Sa capacité est exprimée en gigahertz, prononcé 3 gigahertz. Par exemple, un processeur de 3 gigahertz effectue 3 milliards d'opérations en une seconde. Jusqu'au début des années 1970, les différents composants électroniques nécessaires au fonctionnement d'un processeur ne pouvaient pas tenir sur un seul circuit intégré, ce qui nécessitait d'interconnecter de nombreux composants dont plusieurs circuits intégrés. En 1971, la société américaine Intel réussit pour la première fois à placer tous les composants qui constituent un processeur sur un seul circuit intégré, donnant ainsi naissance au microprocesseur. Cette miniaturisation a permis d'augmenter les vitesses de fonctionnement des processeurs grâce à la réduction des distances entre les composants, de réduire les coûts grâce au remplacement de plusieurs circuits par un seul, d'augmenter la fiabilité en supprimant les connexions entre les composants du processeur, on supprime l'un des principaux vecteurs de panne, de créer des ordinateurs bien plus petits, les micro-ordinateurs, de réduire la consommation énergétique. Il existe des dizaines de familles de microprocesseurs. Parmi celles qui ont été les plus utilisées, on peut citer la famille x86, apparue à la fin des années 70. Développée principalement par les entreprises Intel, fabricant du Pentium, et AMD, fabricant de l'Athlon, ces entreprises dominent le marché, fabriquant la majorité des microprocesseurs pour micro-ordinateurs compatibles PC et Macintosh depuis 2006.
Parlons technique. La mémoire vive, à quoi ça sert? Voilà à quoi ressemble une barrette de mémoire vive. On dit RAM en anglais pour Random Access Memory. C'est la mémoire à court terme de votre ordinateur. C'est dans cette mémoire que viennent se loger les logiciels que vous lancez, avec les données associées. Et contrairement à la mémoire dite de masse, disque dur, SSD, clé USB, etc., qui stocke tous ces éléments de manière permanente. La mémoire vive perd tout son contenu dès que l'on éteint la machine. En gros, elle fait le ménage. Maintenant, parlons un peu technique. On distingue généralement deux grandes catégories de mémoire vive, notamment utilisées pour les mémoires cache du processeur. La mémoire statique, SRAM, Static Random Access Module, rapide et onéreuse. Les SRAM sont notamment utilisés pour les mémoires cache du processeur. Les mémoires dynamiques, DRAM, Dynamic Random Access Module, peu coûteuses. Elles sont principalement utilisées pour la mémoire centrale de l'ordinateur. Que fait exactement la RAM? La RAM est un stockage temporaire qui disparaît lorsque l'appareil s'éteint. Alors à quoi sert la RAM? Elle est très rapide, ce qui la rend idéale pour les éléments que l'ordinateur traite activement, tels que les applications en cours d'exécution. Il peut être utile d'imaginer la RAM en la comparant à un bureau physique. Votre espace de traitement, où vous pouvez gribouiller directement sur un support, correspond au dessus du bureau, où vous voulez tout avoir à portée de main et trouver ce que vous avez besoin immédiatement. Voilà ce qu'est la RAM. Par ailleurs, si vous souhaitez conserver quoi que ce soit qui sera à traiter plus tard, vous le mettrez dans un tiroir de votre bureau ou bien vous le stockez sur un disque dur localement ou dans le cloud. En fin de compte, la RAM permet d'accéder à plusieurs programmes à la fois avec rapidité et efficacité. La RAM est nettement plus rapide qu'un disque dur, de 20 à 100 fois plus rapide, selon le type de matériel et la tâche. En raison de sa vitesse, la RAM est utilisée pour traiter immédiatement les informations. Lorsque vous souhaitez accomplir une tâche spécifique, les systèmes d'exploitation d'ordinateurs chargent les données de disque dur dans la RAM pour les traiter, par exemple pour afficher une feuille de calcul à l'écran ou y effectuer un tri. Lorsqu'il a fini de traiter activement un élément, parfois en suivant vos instructions, l'ordinateur l'enregistre dans un stockage à long terme. Par exemple, supposons que vous souhaitiez travailler avec une feuille de calcul. Lorsque vous ouvrez Excel, votre ordinateur charge l'application dans la RAM. Si vous chargez une feuille de calcul qui existe déjà, stockée sur votre disque dur, le système d'exploitation copie également cette information dans la RAM. Ensuite, vous pouvez travailler avec Excel en calculant les chiffres comme vous le faites habituellement. Dans la plupart des cas, l'ordinateur répond très rapidement car la RAM est rapide. Une fois que vous avez terminé votre travail sur la feuille de calcul, vous demandez à Excel de l'enregistrer, ce qui se traduit par la copie des données sur le disque dur ou tout autre stockage à long terme. Si vous oubliez d'enregistrer et que l'appareil s'éteint brusquement, tout votre travail aura disparu, car la RAM est un stockage temporaire. Et lorsque vous fermez l'application, le système d'exploitation de l'ordinateur la retire de la RAM et fait le ménage afin que l'espace soit libre pour que vous puissiez travailler sur la tâche suivante. Une des autres utilisations de la RAM est d'aider à rendre disponibles beaucoup plus rapidement les informations que vous avez déjà consultées précédemment. Lorsque vous allumez votre ordinateur pour la première fois et lancez une application telle que PowerPoint ou Spotify,
le chargement prend un certain temps. Cependant, si vous fermez un programme puis le relancez, le logiciel s'ouvre presque instantanément, à moins que les performances de votre PC ne soient altérées. En effet, l'application se charge à partir de la RAM qui est nettement plus rapide qu'à partir du disque dur. En résumé, la RAM est utilisée pour toute tâche nécessitant un accès rapide aux ressources informatiques. Un exemple notable est le processus propre au système d'exploitation. Par exemple, si vous utilisez Windows, ces fonctions clés, comme la possibilité d'afficher des images sur votre écran, sont copiées dans la RAM, car le système d'exploitation a besoin d'un accès ultra rapide aux appareils que vous utilisez en permanence. Tous les pilotes de périphériques ne se chargent pas immédiatement dans la RAM, mais c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Un autre exemple est celui de la fonctionnalité Windows appelée Superfetch, qui enregistre vos habitudes d'utilisation. En fonction de votre comportement actuel, il précharge automatiquement les applications et les fichiers dans la RAM lorsque vous allumez votre PC. Cela rend le travail avec votre ordinateur beaucoup plus rapide. Lorsqu'une application a besoin de beaucoup de RAM, elle vous montre souvent une barre de progression ou un autre rapport d'état. Cela arrive lorsque vous chargez un jeu ou une application puissante. Lorsque vous lancez un jeu, vous pouvez voir un écran de chargement pendant que l'ordinateur copie des informations dans la RAM, telles que des plans, des modèles de personnages et des objets. Ce message de chargement s'affiche pour que vous sachiez qu'une tâche est en cours, lorsqu'il n'est pas possible pour les développeurs de créer des transitions instantanées. De combien de mémoire vive ai-je besoin? Plus votre appareil informatique dispose de RAM, plus il fonctionne rapidement. Si votre appareil est ancien, vous devrez peut-être mettre à niveau le matériel. Chaque application ouverte, y compris les onglets d'un navigateur web, consomme de la RAM. Vous pouvez en manquer, et lorsque cela se produit, l'ordinateur doit déplacer des éléments vers le disque dur, ce qui le ralentit. Notez que la RAM est différente du stockage. Si vous éteignez votre PC, les informations disparaissent, alors que sur le stockage, SSD, HDD, les données seront sauvegardées. Votre besoin en mémoire vive dépendra du type de tâche que vous effectuerez, du nombre de choses que vous ferez en même temps et de votre impatience. Comme pour tant d'autres éléments liés à l'informatique, nous voulons toujours que nos appareils répondent instantanément. Pourtant, dans la plupart des cas, vous avez besoin de beaucoup moins de RAM que d'espace sur le disque dur. Encore une fois, pensez à ce bureau physique. Plus vous avez d'espace sur le bureau, plus vous pouvez y étaler vos papiers. Mais cela ne vous empêche pas de vouloir une très grande armoire de bureau pour le stockage à long terme de tous les fichiers que vous avez accumulés au fil du temps. Autrefois, disons 25 ans en arrière, quand le matériel commun reposait sur des processeurs Pentium, nous avons rarement besoin de plus de 8 mégaoctets de RAM. Peut-être 32 mégas si vous étiez un vrai mordu d'informatique. C'était beaucoup pour exécuter Windows 95, les premières versions de Windows, de Word et Doom. Aujourd'hui, un navigateur web avec 10 ou 20 onglets ouverts peut facilement consommer plus de 2200 mégaoctets ou 2,2 gigaoctets de RAM. Lorsque vous achetez un ordinateur, vous avez généralement plusieurs options. 4 Go, 8 Go, 16 Go ou plus de mémoire. La plupart des appareils d'entrée de gamme disposent de 8 gigaoctets de mémoire aujourd'hui, tandis que les machines haut de gamme, et donc plus chères, ont 16 ou 32 gigaoctets de RAM en standard. Vous pouvez généralement en ajouter par la suite. Mais de combien en avez-vous vraiment besoin et pour quelle utilisation? Voici quelques recommandations qui s'appliquent à tout système d'exploitation ou matériel informatique personnel. 4 Go de RAM si vous naviguez uniquement sur le web, travaillez avec les applications Office de base et faites peut-être un peu de retouche de photos personnelles, tout ira bien avec 4 Go de RAM. 8 Go de RAM, les personnes très multitâches ou les joueurs raisonnables
devrait choisir un ordinateur disposant de 8 Go de RAM. Plus de 16 Go. Certaines tâches sont par nature gourmandes en ressources informatiques, comme les jeux sérieux, le montage vidéo et la programmation. Les utilisateurs passionnés qui ne veulent jamais connaître de ralentissement auront besoin de plus de 16 Go de RAM pour être satisfaits. Que se passe-t-il si vous n'avez pas assez de RAM? Comment pouvez-vous le savoir? Lorsque les tâches informatiques dépassent la quantité de mémoire actuelle sur l'ordinateur, le système d'exploitation déplace temporairement une application moins activement utilisée vers le disque dur. Lorsque vous revenez à cette application, elle doit récupérer les informations avant que vous ne puissiez l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la pagination ou la permutation. Et cela prend du temps. Le processus entraîne des ralentissements et des pertes de performance. Vous pouvez faire fonctionner votre ordinateur plus rapidement et mieux en supprimant régulièrement l'encombrement inutile de votre RAM. Vous pouvez le faire manuellement, mais il est plus facile de l'effectuer avec un peu d'aide, comme la fonction mode veille d'Avast Cleanup, qui désactive les services et les processus d'arrière-plan inutiles, vous redonnant ainsi la RAM que vous avez perdue avec les programmes inutiles. Pour éviter de nouvelles pertes de performance lors du chargement des données depuis le disque dur, assurez-vous d'avoir un disque dur rapide. Mieux encore, assurez-vous qu'il s'agit d'un SSD et non d'un disque dur HDD traditionnel. Existe-t-il différents types de RAM? Oui, on trouve plusieurs types de RAM. Comme pour les autres formes de matériel informatique, les chercheurs tentent toujours de réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la vitesse et la capacité. La RAM existe depuis les premiers jours de l'informatique et au début de la micro-informatique, les amateurs devaient connecter les puces une par une. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les utilisateurs avaient le choix entre la RAM statique, SRAM, la RAM dynamique, DRAM, ou la RAM dynamique synchrone, SDRAM. De nos jours, le type le plus courant est la RAM DDR et il existe différentes versions, notamment DDR2, DDR3, DDR4 et DDR5. DDR est l'abréviation de Double Data Rate, qui signifie débit de données double, et permet plusieurs transferts de fichiers en même temps. Les vitesses actuelles sont d'environ 25 gigaoctets par seconde pour la dernière RAM DDR4. Il existe également plusieurs types de vitesses de mémoire DDR4. Par défaut, ces barrettes mémoire fonctionnent à environ 2500 MHz. Si vous souhaitez obtenir les performances maximales absolues de votre mémoire, vous pouvez équiper de RAM à des fréquences d'horloge plus élevées. De nos jours, vous trouverez de la mémoire allant de 2333 MHz à 5000 MHz, ce qui est intéressant pour les joueurs et les overclockers de GPU. Plus votre RAM dispose de MHz, plus elle est rapide. Il y a aussi la mémoire vidéo VRAM, Video Random Access Memory, qui se trouve sur votre carte graphique et qui est utilisée pour charger des données graphiques, comme les jeux. La RAM vidéo est encore plus rapide que la mémoire normale et se présente sous la forme d'une mémoire GDDR5X ou HBM avec des bandes passantes plus élevées. Ok, j'ai saisi ce que la RAM signifie. Qu'en est-il de la ROM? Bien qu'elle semble similaire, la RAM est différente de la ROM. La ROM, Read Only Memory, signifie mémoire morte, en forme de mémoire sur laquelle un ordinateur peut lire mais pas écrire. Cela paraît limité, mais vous la connaissez déjà sous forme de CD de musique ou de DVD-ROM. Comment obtenir plus de RAM sans mise à niveau?
Si vous rencontrez des difficultés avec les performances de votre ordinateur ou si votre ordinateur est équipé de 4 Go de RAM ou moins et que vous ne voulez pas dépenser d'argent pour des mises à niveau, la meilleure façon d'améliorer la vitesse de traitement est de libérer de la RAM. Il y a deux façons de le faire. Fermez les programmes. Si vous n'avez pas besoin d'un onglet ouvert dans Google Chrome, fermez-le. Vous n'avez probablement pas non plus besoin d'exécuter une douzaine d'applications en même temps. Si vous n'utilisez pas activement une application, arrêtez-la. Lancez uniquement ce que vous utilisez réellement. À quoi dois-je faire attention lors de l'achat de RAM pour les geeks? Comme nous l'avons déjà évoqué, la RAM DDR4 d'aujourd'hui tourne autour de 2333 et 3000 MHz. Les joueurs et autres férus d'informatique, tels que les programmeurs et les éditeurs multimédia, devraient se pencher sur une mémoire RAM à des fréquences d'horloge plus élevées, avec des spécifications allant jusqu'à 4800 MHz. Ce type de mémoire se trouve chez des fabricants comme G-Skill ou Corsair. Cependant, bien que des vitesses d'horloge soient une chose, l'autre facteur qu'un certain public, les joueurs par exemple, devraient prendre en considération est la latence, le délai entre le moment où une commande en mémoire est saisie et celui où elle est exécutée. Plus ce nombre est bas, plus les performances sont élevées, car le délai entre les instructions sont plus courts. Pour obtenir les meilleures performances possibles, procurez-vous une mémoire de plus de 4000 MHz avec une latence CAS, colonne, adresse strobe, d'environ 15 à 18. Pour les utilisateurs réguliers, il est peu probable que cela ait un impact significatif, mais pour les joueurs, c'est un bon choix. Tenez compte des versions 32 bits de Windows et gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez pas simplement installer des quantités infinies de RAM sur votre PC et vous attendre à ce que cela fonctionne. Pour utiliser plus de 4 Go de RAM, vous devez exécuter une version 64 bits de Windows. Les deux modes de Windows 32 et 64 bits ne sont pas sans conséquences. Lorsque vous téléchargez des logiciels, il est souvent demandé de choisir entre une version 32 bits et une version 64 bits. Cette distinction apparaît également à propos de Windows et sans guère d'explication. De quoi s'agit-il exactement? Et comment faire le bon choix quand il est proposé? Pour le savoir, il faut se plonger un peu plus dans la technique. Vous avez déjà beaucoup appris depuis le début de ce cours. C'est donc l'heure de vérifier votre maîtrise de ces nouvelles connaissances. Vous devrez répondre à 5 questions. Vous aurez pour chacune de ces réponses plusieurs choix de réponses. Et vous disposerez de 20 secondes pour y répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. À quoi sert la mémoire vive dans un ordinateur? À stocker les cookies? À faire tourner les programmes en cours? À recharger la batterie? À jouer à Snake sur Windows 95? La mémoire vive dans un ordinateur est utilisée pour stocker temporairement les données des programmes qui sont actuellement en cours d'exécution. C'est un peu comme un plan de travail où l'ordinateur garde toutes les informations dont il a besoin à l'instant T. Quand vous ouvrez un programme, par exemple un navigateur ou un traitement de texte, l'ordinateur charge les informations nécessaires dans la RAM pour qu'il puisse les utiliser rapidement de manière fluide. La réponse exacte était la réponse B. Deuxième question. Que se passe-t-il quand il n'y a plus assez de RAM? L'ordi prend feu? Un technicien débarque chez toi? L'ordi ralentit ou plante? L'écran affiche LOL en clignotant. Troisième question. Quel est le type de RAM le plus courant aujourd'hui? DDR, DDR2, DDR3, DDR4 ou DDR5 pour les plus récents?
La mémoire vive dans un ordinateur est utilisée pour stocker temporairement les données des programmes qui sont actuellement en cours d'exécution. C'est un peu comme un plan de travail où l'ordinateur garde toutes les informations dont il a besoin à l'instant T. Quand vous ouvrez un programme, par exemple un navigateur ou un traitement de texte, l'ordinateur charge les informations nécessaires dans la RAM pour qu'il puisse les utiliser rapidement de manière fluide. La réponse exacte était la réponse B. La mémoire vive est-elle permanente? Non. Elle se vide quand on éteint le PC. Oui, elle garde tout, même ton historique. Ça dépend de la météo. Oui, mais seulement le mardi. La RAM est une mémoire temporaire car une fois l'ordinateur éteint ou redémarré, tout ce qui est stocké dans la RAM est perdu, contrairement au disque dur ou à un SSD qui stocke les fichiers de façon permanente. La RAM n'est là que pour faciliter l'exécution rapide des tâches en cours. Dernière question. Où trouve-t-on physiquement la RAM? Dans la souris? Dans l'écran? Sur la carte mère? Derrière le frigo? Voyons à quoi correspondent les bits. Le terme est issu de la contraction de l'anglais binary digit, soit nombre binaire en français. En clair, un bit ne peut prendre en compte que deux valeurs, 0 ou 1. Pour faire une analogie, c'est comme si l'on disposait d'un alphabet avec seulement deux lettres. A et B par exemple. Le bit est rarement employé seul, à l'instar des lettres de l'alphabet. Avec 4 bits par exemple, on peut ainsi écrire 0, 1, 1, 0 ou 1, 0, 1, 0. Les équivalents de ABBA et de BABA si vous préférez les lettres. Plus on utilise de bits et plus on peut écrire de mots différents. 2 avec 1 bit, 0, 1. 4 avec 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. 8 avec 3 bits, et ainsi de suite, la progression étant exponentielle, géométrique pour les matheux. Avec 8 bits, on peut écrire 28, soit 256 mots, de 0000000 à 11111111. Avec 16 bits, on code 216, soit 65 536 mots différents. Quelles sont les différences entre 32 bits et 64 bits? Les appellations 32 bits et 64 bits, qui s'écrivent parfois 32 bits et 64 bits, notamment chez les anglo-saxons, font référence en premier lieu à des architectures de processeurs. Comme vous le savez certainement, le processeur, c'est un peu le moteur ou le cerveau de l'ordinateur. Même s'il n'est pas tout seul, c'est ce circuit électronique qui traite les informations, les instructions des logiciels et les données des documents. Il existe de très nombreux types de processeurs dans l'univers informatique, mais dans le monde actuel du PC, on en distingue principalement deux sortes,
les processeurs à architecture x86 et les processeurs à architecture x64. Comme leur nom ne l'indique pas clairement, les processeurs de type x86 utilisent une architecture 32 bits et ne peuvent ainsi traiter que des informations codées sur des mots de 32 bits. De leur côté, les processeurs de type x64 utilisent une architecture 64 bits et peuvent donc manipuler des informations codées sur 64 bits. Dans une approche un peu simpliste, on peut dire qu'un processeur 64 bits est plus puissant qu'un modèle 32 bits, car il peut traiter davantage d'informations. La réalité est plus complexe, car il faut tenir compte d'autres paramètres techniques. Mais d'une façon générale, un PC se montre plus réactif avec un processeur 64 bits qu'avec un modèle 32 bits. Et c'est un concept encore plus fondamental car ces minuscules unités qui forment la base de toute l'information en informatique. Première question, combien de bits y a-t-il dans un octet? Un seul, mais très musclé. 8 bits? 100 bits? Logique, non? Ça dépend de l'heure. Il y a 8 bits dans un octet. Chaque bit représente un 0 ou un 1. Et ensemble, 8 bits permettent de coder une information plus complexe, comme une lettre ou un chiffre. Deuxième question. Que représente un bit? Une information binaire, 0 ou 1. Un pixel dans Minecraft. Un biscuit informatique. Une unité de mesure pour les chaussettes. Un bit représente la plus petite unité d'information en informatique. Il peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, ce qu'on appelle une information binaire. Ces deux états peuvent symboliser par exemple éteint, allumé, vrai, faux, non, oui. Troisième question. Si tu as 1 giga de RAM, combien as-tu de MO? 10, 1024, 100 000. Pas assez pour TikTok. Si tu as 1 giga de RAM, tu as 1024 MO, mégaoctets. En informatique, on utilise une base 2. Donc 1 giga est égal à 1024 MO. Et non 1000, comme dans le système décimal. C'est un peu comme si les ordinateurs comptaient en puissance de 2 plutôt qu'en puissance de 10. Question 4. À quoi servent les bits dans un fichier? À coder les informations, texte, son, image. À faire joli dans le nom du fichier. À ralentir le PC. À compter les moutons. Les bits dans un fichier servent à coder toutes les informations qu'il contient. Chaque bit, 0 ou 1, est une petite brique qui, combinée à d'autres, permet de représenter du texte, chaque lettre est convertie en une suite de bits, des images, les couleurs deviennent des pixels qui sont traduites en bits, du son, les variations audio sont transformées en séquences binaires, des vidéos, une combinaison d'images et de sons, tous encodés en bits. Plus un fichier est complexe et de haute qualité, plus il contient des bits. C'est pourquoi une vidéo HD prend plus de place qu'un simple document texte.
Elle contient des millions, voire des milliards de bits. Dernière question. Qui est plus gros? Un octet? Un mégabit? Un terabit? Le chat de mon voisin. Passons à la suite. Le disque dur. Voilà à quoi ressemble un disque dur. HDD, en anglais pour Hard Disk Drive, est l'organe de l'ordinateur servant à conserver les données de manière permanente, contrairement à la mémoire vive qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur. C'est la raison pour laquelle on parle parfois de mémoire de masse pour désigner les disques durs. Le disque dur est relié à la carte mère par l'intermédiaire d'un contrôleur de disque dur faisant l'interface entre le processeur et le disque dur. Le contrôleur de disque dur gère les disques qui lui sont reliés, interprète les commandes envoyées par le processeur et les achemine au disque concerné. Connaissez-vous l'histoire du disque dur? Le premier disque dur a été inventé au début en 1956, sur demande de l'US Air Force, par la firme IBM. Il s'agit du RAMAC 305, Random Access Method of Accounting and Control, un ensemble de 50 disques en aluminium de 61 cm de diamètre, tournant à 3600 tours par minute et recouvert d'une fine couche magnétique permettant de stocker un total de 5 millions de caractères, 5 mégaoctets. Ce disque proposait un taux de transfert de 8,8 kilooctets seconde et pesait plus d'une tonne. Le 10 février 1954, le disque dur baptisé RAMAC 305 put lire et écrire successivement des données. Ce fut une première dans ce que l'on nomma les périphériques de stockage en accès direct, en anglais Direct Access Storage Device ou ASD. Le modèle 2314, commercialisé en 1966, était équipé de têtes de lecture en ferrite, oxyde de fer. En 1973, IBM lança le Winchester 3340, un disque dur dont la tête de lecture était soulevée par un film d'air d'une épaisseur de seulement 0,43 microns. Sa capacité accrue par rapport au RAMAC ainsi que sa taille et son poids réduit firent de ce disque le nouveau standard de périphérique de stockage à accès direct. C'est sa capacité de 30 mégas qui lui valut le surnom de 3030 et donc de Winchester, le nom de la fameuse carabine 3030. Pendant des décennies, les données ont été stockées principalement sur des disques durs mécaniques. Ces disques durs traditionnels HDD sont basés principalement sur des pièces mobiles comme une tête de lecture-écriture qui va et qui vient pour recueillir les données. Ces caractéristiques en font les composants matériels informatiques les plus susceptibles de tomber en panne. Qu'est-ce qu'un disque SSD? Les nouveaux disques SSD, disques électroniques, fonctionnent complètement différemment. Ils utilisent une puce mémoire simple appelée mémoire flash NAND, ne contenant pas de partie mobile et ont un temps d'accès quasiment instantané. Les premières expériences avec la technologie de type SSD ont commencé dans les années 1950 et dans les années 70 et 80. Elles étaient utilisées dans les superordinateurs haut de gamme.
Cependant, la technologie était extrêmement coûteuse et la capacité de stockage était faible, de 2 à 20 mégas, par rapport au prix ridicule à 5 chiffres. La technologie SSD était utilisée occasionnellement dans les secteurs militaires et aérospatial, mais elle n'a pas été utilisée dans les appareils grand public avant les années 1990. Au début des années 90, les innovations matérielles ont fait chuter le prix des SSD. Cependant, la durée de vie et la taille étaient toujours un problème. Un SSD avait une durée de vie d'environ 10 ans. Ce ne sera qu'à la fin des années 2000 que le SSD commenceront à devenir plus fiables et à fournir des décennies d'utilisation continue à des vitesses d'accès acceptables. Les puces mémoire d'un SSD sont comparables à la mémoire vive, RAM. À la place d'un plateau magnétique, les fichiers sont enregistrés sur une grille de cellules flash NAND. Chaque grille, appelée également bloc, peut stocker entre 256 kg et 4 MO. Le contrôleur d'un SSD dispose de l'adresse exacte des blocs de sorte que lorsqu'un PC demande un fichier, il est presque instantanément disponible. Il n'y a pas d'attente pour qu'une tête de lecture-écriture trouve les informations dont elle a besoin. Les temps d'accès SSD sont ainsi mesurés en nanosecondes. À quoi servent les disques SSD? L'adoption des SSD a commencé dans les domaines de la technologie haute performance et sur les PC des passionnés, où les temps d'accès extrêmement bas et les débits élevés des disques justifiaient le coût plus élevé. Ils sont depuis devenus une option acceptée, voire même le choix par défaut dans les ordinateurs portables et PC grand public bon marché. Les SSD présentent des avantages spécifiques dans les domaines suivants. En entreprise, les entreprises utilisant d'énormes quantités de données, comme les environnements de programmation ou l'analyse de données, s'appuient souvent sur des SSD, car les temps d'accès et les vitesses de transfert de fichiers sont essentiels. Pour les jeux, les ordinateurs de jeu ont toujours repoussé les limites de la technologie informatique actuelle, justifiant un équipement relativement coûteux au profit des performances des jeux. Ces cas de figure est particulièrement vrai pour le stockage, car les jeux à succès modernes chargent et écrivent constamment des fichiers, par exemple les textures, les cartes, les niveaux, les personnages. En mobilité, les SSD nécessitent peu d'énergie, contribuant ainsi à une meilleure autonomie de la batterie, des ordinateurs portables et des tablettes. Les SSD résistent également au choc, ce qui réduit les risques de perte de données lorsque les appareils mobiles tombent. Pour les serveurs d'entreprise ont besoin de disques SSD pour obtenir des lectures et des écritures rapides afin de servir correctement leur PC client. Connaissez-vous les différents types de SSD? Lorsque vous achèterez un SSD, vous rencontrerez un certain nombre de termes différents tels que mSATA ou PCIe. Mais que cela signifie-t-il? Pour relier un mSATA à votre système, vous devez le connecter à l'aide d'une interface spécifique. Les interfaces courantes sont PCI Express, PCIe, est normalement utilisée pour connecter des cartes graphiques, des cartes réseau ou d'autres périphériques haute performance. Cette interface vous offre une bande passante élevée et une faible latence, ce qui la rend idéale lorsque vous avez besoin d'une communication ultra rapide entre le SSD et votre CPU ou la RAM. Les SSD utilisant ce type de connexion sont basés sur la norme NVMe, Non-Volatile Memory Express, qui offre une entrée-sortie par seconde IOPS plus élevée et une latence encore plus faible que SATA, que nous verrons dans un instant. NVMe offre un débit brut allant jusqu'à 16 gigabits par seconde qui, grâce à plusieurs canaux parallèles, fonctionne jusqu'à 4000 mégaoctets par seconde. Les SSD mSATA 3, SATA 3 est traditionnel pour Serial Advanced Technology Attachment, SATA, est une ancienne interface ayant été conçue spécifiquement pour le stockage avec des vitesses allant jusqu'à 6 gigabits par seconde ou environ 600 MO par seconde. SATA est progressivement remplacé par NVMe qui est nettement plus rapide.
Cependant, les anciens PC ou ordinateurs portables équipés d'un disque dur bénéficieront toujours d'une mise à niveau vers un SSD basé en SATA. Les SSD sont disponibles dans toutes sortes de capacités de stockage, commençant à environ 32 gigaoctets et allant jusqu'à 5 Tera dans le marché grand public. Bien sûr, la capacité est considérablement plus élevée pour le stockage de qualité entreprise, avec des prix proportionnellement plus importants. Pendant l'ère éphémère des netbooks, vous vous en souvenez, ils étaient bon marché mais lents et fragiles. La célèbre série Asus IEEE-PC utilisait des SSD de 1 à 4 Go pour stocker les données, à partir desquelles des parties du système d'exploitation étaient exécutées pour un accès plus rapide. Ce fut la première utilisation grand public des SSD. Dès lors, les ultrabooks et éventuellement les ordinateurs de bureau ont commencé à adopter les SSD. Les tailles courantes se situent aujourd'hui entre 250 et 500 gigaoctets, ce qui représente beaucoup d'espace pour contenir votre système d'exploitation Windows, les programmes plus courants et un grand nombre de vos fichiers personnels. Peu importe combien d'argent vous dépenserez, le disque dur est de loin la partie la plus lente de tout système informatique. Même un SSD SATA de 600 MO est lent par rapport à d'autres composants matériels, pouvant transférer de 20 à 30 gigaoctets par seconde. En conséquence, un SSD NVMe plus rapide est probablement le meilleur investissement pour un nouvel ordinateur et une excellente solution de mise à niveau pour accélérer votre PC ou votre Mac. Préparez-vous pour une nouvelle série de questions afin de consolider vos acquis. Quel est le rôle principal d'un disque dur ? Augmenter la puissance du processeur, stocker des fichiers et des données, améliorer la qualité d'affichage, réchauffer ton café. Stocker des fichiers et données. Un disque dur, c'est comme une grande armoire où tu ranges tes fichiers. Sauf que si elle tombe en panne, tout peut disparaître d'un coup. Pense à faire des sauvegardes. Deuxième question. Quelle est la différence entre un disque dur HDD et un SSD ? Le SSD est plus rapide et plus silencieux. Le HDD est plus léger qu'un SSD. Un HDD n'a pas besoin d'électricité. Le SSD a un disque qui tourne plus vite. Un HDD, c'est comme une vieille voiture avec un moteur bruyant, alors qu'un SSD, c'est une Tesla, rapide et silencieux. Pourquoi un disque dur peut-il tomber en panne ? Parce qu'il se sent seul ? Parce qu'il attrape des virus ? Il peut subir une usure ou un choc ? Parce qu'il est trop rempli ? Un disque dur, c'est fragile. Si vous le faites tomber, il ne va pas rebondir comme un ballon. Et avec le temps, il fatigue comme un vieux marathonien. Comment prolonger la durée de vie d'un disque dur ? Le ranger au frigo ? Le plonger dans du riz ? Lui donner plus de RAM ? Éviter les chocs et faire des sauvegardes régulières. Un disque dur aime être traité avec douceur. Pas de choc, pas de secousse et surtout, des sauvegardes au cas où il décide de tout oublier un jour. Quel est l'avantage d'un disque dur externe ? Il recharge votre téléphone ? Il permet de transporter des fichiers facilement ? Il booste la vitesse de votre PC ? Il fait office de platine vinyle ? Un disque dur externe, c'est un peu comme une valise pour tes données. Tu peux l'emmener partout avec toi, mais attention à ne pas l'oublier dans le train.
Parfait, vous avez maintenant une meilleure compréhension des disques durs externes et de leur utilité au quotidien. Ces connaissances vous seront précieuses pour organiser et sécuriser vos données. Passons à la suite de ce quiz. La carte mère. C'est un circuit imprimé qui supporte la plupart des composants et des connecteurs nécessaires au fonctionnement d'un compatible PC. Il est essentiellement composé de circuits imprimés et de ports de connexion qui assurent la liaison de tous les composants et périphériques propres à un micro-ordinateur. Disque dur, HDD, SSD, mémoire vive, RAM Random Access Memory, microprocesseur, carte fille, etc. Afin qu'il puisse être reconnu et configuré par le microprocesseur grâce au programme contenu dans le BIOS, Basic Input Output System, devant effectuer la configuration et le démarrage correct de tous les équipements. Depuis sa création, la carte mère s'est sans cesse enrichie de nombreuses fonctionnalités. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres le contrôleur USB, le contrôleur Ethernet qui permet de gérer le réseau fonctionnant par câble, la puce audio qui permet de gérer le son. Ces fonctionnalités qui n'étaient disponibles que par le biais de cartes d'extension jusque dans les années 90 se retrouvent aujourd'hui sur la majorité des cartes mères. Néanmoins, certaines d'entre elles embarquent des fonctionnalités supplémentaires, par exemple une carte Wi-Fi. On peut donc dire que les cartes mères du marché se distinguent par les fonctionnalités qu'elles proposent. C'est ainsi que le grand public continue de parler de cartes, alors que lorsqu'une fonctionnalité, par exemple graphique, son ou Wi-Fi, est incluse dans une carte mère, elle l'est désormais sous forme de circuit intégré. Mais savez-vous d'où vient le mot ordinateur ? Le mot ordinateur date de 1955. Il fut inventé par Jacques Perret à la demande du responsable publicité d'IBM qui voulait un nom pour communiquer sur le calculateur. Traduction littérale du mot computer. En effet, IBM souhaitait commercialiser une machine destinée au traitement de l'information. Or, l'appellation calculatrice électronique type 650 ne lui paraissait pas très sexy au sein d'un message publicitaire. Il eut l'idée de faire appel à son professeur philologie latine à la Sorbonne, auquel il confia une description de la nouvelle machine. Après avoir exploré plusieurs pistes, Jacques Perret remet sa copie le 16 avril 1955, proposant le mot ordinateur. Un mot correctement formé, dit-il, mot ancien issu du vocabulaire théologique et tombé en désuétude, désignant, selon le littré, Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Le dictionnaire des sciences, dirigé par Michel Serres et Naïla Farouki, évoque quant à lui un vieux mot de latin d'église qui désignait dans le rituel chrétien celui qui procède à des ordinations et règle le cérémonial. Le professeur retient cette notion de mise en ordre pour définir la machine. Il explique également les pistes qu'il a écartées comme systémateur ou encore combinateur, mais aussi digesteur, qu'on lui sait gré de nous avoir épargnés. Ce fut le mot ordinateur qui fut retenu par IBM pour sortir son ordinateur IBM 650. Le nom fut déposé par la marque, mais passa très vite dans le langage courant. De fait, IBM abandonna alors les droits sur l'appellation. Bravo, vous venez de terminer le premier module de cette initiation à l'informatique. Vous avez découvert les bases, les composants d'un ordinateur, un peu d'histoire, la RAM, les bits, le processeur, le disque dur. Tout ce qui semblait mystérieux il y a encore quelques minutes commence déjà à prendre forme. Et ça, c'est une vraie victoire. L'informatique n'est pas un monde réservé aux experts. C'est un outil puissant, accessible à tous, et vous venez d'en franchir la première porte. Dans les prochains modules, on va continuer à avancer ensemble, étape par étape, pour vous rendre toujours plus autonome, plus confiant et surtout plus à l'aise avec votre ordinateur. Merci d'avoir suivi cette session avec moi. Prenez une petite pause
et je vous retrouve très vite pour la suite de cette aventure.